Si vous le voulez bien, nous allons commencer cette table ronde des chantiers du Cardinal en compagnie d'Alain Bretagnol, Jean Bocabeille et Jean-Pierre Lévesque. Ils sont ici réunis pour nous les présenter, ces trois grands projets que vous avez découverts ici en images. La cathédrale Notre-Dame de Créteil, première cathédrale du XXIe siècle en France, et même je crois dans le monde, me disait Arielle Courty, rédactrice en chef de la revue des chantiers du Cardinal. La maison Ozanam à Paris dans le 17e arrondissement, ou encore la maison Saint-François de Sales à Boulogne-Billancourt dans le 92. Alain Bretagnol, Jean Bocabeille et Jean-Pierre Lévesque, respectivement, sont autour de moi ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Avec le soutien des chantiers du Cardinal, vous entendez participer à la rénovation, à la construction, à l'embellissement, parfois à la mise aux normes de ces églises modernes dans lesquelles les chrétiens se retrouvent, et pas seulement. Alain Bretagnol, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, je vous en prie. Saisissez-vous de ce micro. La cathédrale Notre-Dame de Créteil. Est-ce qu'en un mot, vous voulez nous la présenter, cette cathédrale? Quel est son maître mot à cette cathédrale, s'il vous plaît? Un déploiement, tel est le terme utilisé par l'évêque Monseigneur Sentier, puisque la particularité de ce projet est de déployer une cathédrale des années 70 pour, selon les termes même de l'évêque, la rendre plus vaste, plus ouverte et plus visible. L'intérêt de ce projet au niveau patrimonial réside, vous m'arrêtez si je suis trop long, réside particulièrement dans le fait qu'elle illustre un changement de paradigme dans l'Église catholique, puisque dans les années 70, on parlait d'une église de l'enfouissement, et de fait, cette cathédrale était très peu visible, masquée par un double rideau de platane, insérée dans un quartier de cette ville nouvelle tout à fait monumentale, à tel point d'ailleurs que l'évêque Monseigneur Sentier, quand il a pris ses fonctions à Créteil, a dû chercher pendant une heure en tournant dans le quartier, parce qu'il regardait vers le haut, il fallait regarder sous la frondaison des platanes. Bon. Donc effectivement, on inscrit aujourd'hui ce déploiement dans une nouvelle écriture architecturale, une nouvelle ambition et aussi une nouvelle ecclésiologie, puisque l'idée depuis la fin des années 80, c'est effectivement que l'Église redevienne un symbole visible dans la ville. Un déploiement qui se caractérise, vous l'avez dit, par la construction d'un clocher, un clocher qui domine cette place au milieu des immeubles environnants, des immeubles alentours, et ce déploiement de deux mains en prière qui s'ouvrent. C'est la toiture de la nef de cette cathédrale, voilà. Contraire à l'enfouissement qui fut la règle pendant des années. Jean Bocabeille, à votre tour, bonjour. Vous avez réalisé la maison Ozanam à Paris dans le 17e. Alors si le pape François invitait les catholiques à faire sortir le Christ des églises, je crois que c'est un petit peu ce que vous avez voulu entreprendre avec ce système de lumière, laisser entrer, sortir la lumière, c'est baie vitrée. Est-ce qu'on peut présenter les choses sous cet angle? Alors, non, c'est étonnant parce que là vous me parlez de la chapelle qui se situe en fait à l'intérieur du cœur d'îlot en fait, parce que c'est pas la première image du tout qu'on a du centre cultuel. Il se trouve que moi j'ai eu l'occasion, contrairement à la présentation de la cathédrale de Créteil, de réaliser un espace qui se situe au rez-de-chaussée d'un immeuble de 12 niveaux, de 12 étages par-dessus. Et donc on se situe dans le quartier de Clichy-Batignolles. Et finalement, on a réalisé une pièce d'un puzzle, parce qu'on est dans un espace très, très dense. Et une idée a été d'installer au rez-de-chaussée de cet immeuble-là le centre culturel et la maison Ozanam. Donc on est dans une situation relativement banale de rez-de-chaussée, auquel on s'attend en général de trouver un commerce, par exemple. Eh bien non, là on a autre chose, on a un autre programme, donc on devait pouvoir affirmer une présence comme ça relativement discrète dans un rez-de-chaussée. Et le première image qu'on a en fait de la maison Ozanam, c'est plutôt un creux. Donc en fait l'accueil, on est venu creuser dans la masse du bâtiment de logement pour créer l'accueil. Et on a posé une croix au sol qui, d'un seul coup, identifie le centre cultuel. La chapelle, elle, c'est une excroissance, justement,
plutôt qu'un creux, c'est le contraire, c'est le pendant, mais se situe à l'intérieur, dans ce qu'on appelle le cœur d'îlot, entre des logements et une maison de retraite qui se situe en face. Et là, effectivement, le programme se déploie un petit peu et trouve une expression un peu plus autonome. Mais finalement, nous, on est dans un projet qui est subordonné en fait, à un ensemble plus important. Jean-Pierre Lévesque, à vous, bonsoir. La maison Saint-François de Sales à Boulogne-Billancourt. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Bonsoir. Oui, donc alors la particularité de la maison Saint-François de Sales, c'est que c'est au-delà d'un lieu de culte, c'est surtout une maison associative, donc qui regroupe deux associations, le Doyenné de Boulogne et la Maison des Familles. Et donc l'intention première était plutôt que d'avoir seulement un lieu de culte, d'offrir en définitive une action des catholiques dans ce quartier. Donc la maison Saint-François de Sales est composée d'un lieu de culte à géométrie variable, c'est sa particularité. En position quotidienne, c'est un oratoire, une chapelle d'une et qui peut s'ouvrir sur un lieu de culte allant jusqu'à 450 mètres carrés, pouvant recevoir 500 personnes. Adjoint à cet espace principal, donc un hall d'accueil, des lieux de vie, une cuisine associative, des salons d'entretien, bref. Donc c'est véritable un lieu de vie qui s'organise autour d'un grand vide intérieur, d'un patio, et qui dans un seul mouvement, dans un bâtiment finalement assez simple, vient regrouper différents programmes, puisqu'il y a même un logement de fonction à l'intérieur de cette maison. Donc une grande diversité programmatique qui est réunie dans un seul geste. Alors ce geste unique et simple en définitive, il s'explique parce que nous avons ce lieu, cet espace prend place dans le cadre d'une ZAC, de la ZAC du Trapèze à Boulogne, où chaque architecte s'est exprimé de façon assez intéressante et convaincante, mais qui contribue à générer comme ça un espace assez bavard visuellement. Et cet espace-là, nous l'avons imaginé comme une pause dans la ville, en définitive, comme un silence. Donc voilà, un seul matériau, le zinc, et puis un seul mouvement qui se termine par ce clocher. Un seul matériau, le zinc, et créer les conditions du silence dans la ville. Voilà une gageure. Peut-être que c'était également celle à laquelle vous entendiez vous atteler, Alain Bretagnol. Il y a plusieurs questions que j'aimerais vous poser. D'abord, pourquoi avant du comment, on a entendu parler du zinc, vous nous avez expliqué comment on construit à l'intérieur d'un îlot, comment on creuse en faisant sortir une croix, comment on redéploie une cathédrale au XXIe siècle sur un bâtiment existant, et comment on se sert de cette matière, et également de la façon dont le bâtiment est encastré autour d'immeubles déjà construits et qui le dominent. Mais auparavant, comment et pourquoi on bâtit des églises au XXIe siècle ? Enfin, pourquoi une cathédrale aussi Alain Bretagnol, c'est pas la plus facile, mais vous allez commencer. Il faudrait surtout poser la question au diocèse ou au chantier du cardinal. Pour ce que je peux en dire, c'est qu'effectivement, il y a ce mouvement de redonner une visibilité à l'église dans la ville. Le diocèse de Créteil est extrêmement... on va dire dynamique. La population chrétienne augmente. Il y a aussi beaucoup de réfugiés du Moyen-Orient, des chrétiens d'Orient. Et le diocèse devait louer assez régulièrement pour les grandes messes chrismales, par exemple, le Palais des Sports. Donc il y avait une nécessité réelle d'augmenter la capacité du lieu de culte. Si on fait un petit peu d'histoire, parce qu'on parle de patrimoine... Ce soir, cette église avait été au départ une église construite en 1978. Elle est devenue cathédrale avec le développement de la ville nouvelle, je crois, en 1987. Et donc, on a augmenté le bâtiment administratif d'un niveau pour accueillir le logement de l'évêque, notamment. Et le lieu de culte est resté ce qu'il avait toujours été depuis l'origine, c'est-à-dire un espace confiné entre deux voiles cylindriques avec un plafond à environ 5 à 6 mètres de hauteur, donc quelque chose d'assez réduit.
Donc là, l'idée, c'était le déploiement porte à la fois sur une dynamique pastorale, mais également évidemment physiquement dans l'espace, puisque le programme prévoit également une galerie d'art, des lieux socio-culturels, notamment un petit auditorium, une salle de conférence qui permet d'ouvrir effectivement l'église à la ville, à la population, au quartier. Et je voudrais juste souligner de ce point de vue une attitude tout à fait constructive et intelligente de la ville de Créteil qui a saisi l'opportunité de ce déploiement d'une architecture. C'est Charles Gustav Stoskopf, prix de Rome, qui était l'auteur de la cathédrale initiale, donc une architecture blanche, moderne. Et donc ce bâtiment était déjà considéré par la ville de Créteil comme un patrimoine contemporain. Donc là, l'idée, ça a été de le déployer, et la ville a accompagné le projet en ouvrant des perspectives sur le parvis et en créant un square à l'emplacement d'un ancien parking qui correspondait en fait à la zone de chantier. Donc voilà, c'est quelque chose qui a eu une incidence sur pour l'ensemble du quartier et une requalification urbaine aussi intéressante. Accompagner la hausse du nombre de pratiquants. C'est ce que l'on retiendra également de cette église Notre-Dame de cathédrale Notre-Dame de Créteil. Jean-Pierre Lévesque, pour ce qui concerne la maison Saint-François de Sales à Boulogne-Billancourt, vous avez parlé de ce quartier très, pas baroque hein, bien sûr, mais à où la patte des architectes a pu vraiment donner libre cours à toute son imagination. Pâté de maison par pâté de maison. Est-ce qu'il s'agissait de répondre à cette intuition du cardinal Verdier qui a fondé les chantiers du cardinal, construire des églises nouvelles pour évangéliser Paris et sa banlieue galopante? Très clairement, c'est difficile de répondre, mais l'initiative est partie de la volonté conjointe tout à la fois de la mairie de Boulogne et de l'évêché de Nanterre, de construire un lieu catholique sur la ZAC du Trapèze, sachant qu'il existait par ailleurs une mosquée et qu'il y aura bientôt une synagogue. Donc l'idée c'était que ces trois cultes puissent être présents de façon forte dans ce nouveau quartier, concrétisant par là même qu'il s'agit de lieux publics qui contribuent à la vie de ce quartier. Donc voilà, c'était principalement la raison initiale. Jean Bocabeille, pourquoi cette maison Ozanam à Paris 17e, à côté de Sainte-Marie des Batignolles, qui est déjà une paroisse vivante, chaleureuse? Je ne sais pas très bien si je peux vous dire pourquoi, mais moi, quand j'ai conçu ce projet, et après, en le réalisant et en rencontrant les équipes qui allaient l'animer, il y a un truc que j'ai senti, si vous voulez, c'est que d'abord, c'est pas seulement un lieu de culte suggéré, parce que c'est un petit peu comme la maison de Boulogne, c'est-à-dire que c'est un centre social, c'est un centre cultuel, donc c'est un centre associatif, social. Donc finalement, c'est un lieu d'accueil de gens qui sont en situation difficile. Moi, ce que j'ai compris, si vous voulez, c'est que ce lieu-là, à une époque où les politiques nous parlent beaucoup du vivre ensemble, s'adresse beaucoup aux gens qui vivent seuls, ce qui est quand même aussi des composantes de notre société, enfin, il me semble. Voilà. Et que là, il y répond très bien, au sens où c'est un espace très humble. Vous savez, le pendant public, le centre social, où là, finalement, le citoyen peut venir aussi s'adresser, mais avec toujours le sentiment, quelque part, qu'on va peut-être lui demander s'il a payé ses impôts ou s'il est en fin de droit, ou je sais pas. Là, on sent, et moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est un lieu où on va pouvoir accueillir des gens en toute quiétude. Voilà. Quelque part, de base, je dirais, un lieu religieux, c'est un espace de refuge. Je veux dire, qu'on soit croyant ou non, ça nous arrive souvent dans des villes, quand on les visite et qu'on a un peu chaud ou qu'on a un peu essoufflé par la ville, de se réfugier finalement dans l'église pour y trouver un petit moment comme ça de recueillement ou en tout cas de paix. Et ben, c'est un petit peu la même chose là. Voilà. Et donc, je pensais que, il me semble que dans un quartier comme ça, neuf, qui est en train de se créer à Clichy-Batignolles, où il manque encore, se constitue en tout cas une identité. Des lieux comme ça, c'est des lieux du vivre ensemble, en tout cas réel, puisque j'ai effectivement vu des gens qui passent du temps ensemble et qui communient ou simplement s'associent. Voilà. Donc voilà. À cet égard, il suffit de se rappeler d'une enquête, je crois que c'était les Petits Frères des Pauvres qui l'avaient menée, pour voir combien ces lieux sont essentiels, puisqu'elle révélait que
le dernier contact d'une part croissante de la population française. Contact humain se concrétisait à l'église, à la messe, au moment du baiser de paix par exemple, des choses comme ça. D'où la nécessité effectivement de déployer ces espaces. Une question qu'on peut se poser aussi lorsqu'il s'agit d'une église, on voit bien une icône, elle est écrite par un moine au fond de son monastère. Est-ce qu'il faut être un architecte croyant ou chrétien pour dessiner une église? Alain Bretagnol. Alors, Le Corbusier, personne ne se pose la question de savoir s'il était croyant ou pas, il a fait des choses admirables. Donc la question pour moi n'est pas celle-ci, d'autant que Architecture Studio est un auteur collectif. On est aujourd'hui 12 associés, on ne se pose pas la question de savoir quelle est la confession des uns et des autres. On dessine des mosquées au Moyen-Orient, voilà, donc par contre, on considère qu'il y a une nécessaire culture de la tradition en question qui doit permettre d'avoir une réponse appropriée. Une église ou une cathédrale, ça n'est pas un bâtiment comme les autres, c'est un bâtiment qui est destiné à une liturgie particulière. Donc il a cette question de la culture. Et puis ensuite, comme tout bâtiment architectural, il y a une autonomie de l'architecture, de la réponse, qui doit prendre en compte un contexte spécifique. Les 3 bâtiments dont on parle ce soir ont des caractéristiques programmatiques, formelles, qui sont différentes. Leurs contextes aussi urbains d'inscription sont différentes. Les communautés qu'ils abritent sont aussi différentes. Donc c'est là où intervient finalement le talent de l'architecte, c'est de savoir incarner une aspiration d'une communauté dans un lieu particulier qui est un lieu de culte. Jean Bocabeille, cette question. Il m'a coupé l'herbe sous le pied avec le Corbusier, mais c'est pas grave. En fait, je vais vous dire, moi je pense qu'il faut surtout être sensible aux espaces qui vont permettre ce dont je parlais tout à l'heure, le recueillement ou en tout cas l'expression d'une foi. Il n'y a pas très longtemps, je vais vous raconter cette petite anecdote, mais j'étais à Istanbul et je visitais les réservoirs les citernes de la basilique, qui sont un espace en sous-sol et qui sont un réservoir d'eau. C'est un espace qui n'est pas un lieu de culte, mais c'est un espace dans lequel il y a une lumière incroyable, cette présence de l'eau, c'est une salle hypostyle, je ne sais pas pour ceux qui connaissent cet endroit, c'est un endroit qui est totalement propice à un lieu comme ça de méditation ou de recueillement, ou en tout cas, moi je trouve qu'il a un aspect sacré, alors peut-être le terme n'est pas le bon, mais moi je suis sensible à ce type d'espace, et je pense qu'en tant qu'architecte, il faut d'abord être sensible à ce type d'espace pour pouvoir en concevoir. Voilà, il me semble que c'est la condition essentielle, peut-être pas suffisante, mais déjà importante. Jean-Pierre Lévesque. Donc, même réponse que pour Architecture Studio, c'est-à-dire que encore une fois, l'agence Brenna Gonzalez construit une œuvre collective et donc de la même manière, différentes religions sont présentes au sein de cette association. Non, après voilà, je m'en tiendrai simplement au mot religion, religare, relier. Bon, voilà, c'est peut-être quelque chose que l'on a tous à notre manière, et donc c'est tout à la fois un programme assez surprenant et qui arrive rarement dans la carrière d'un architecte, mais voilà, qui fait appel à probablement quelque chose que l'on a tous en nous. Est-ce qu'il y a des contraintes liées à l'édification d'un édifice religieux, des contraintes comme on pourrait en imaginer rien qu'en se promenant dans Paris, lorsque nos yeux tombent sur tous ces édifices néo-gothiques du 19e, du début 20e ou d'autres plus anciens, on a l'imaginaire tridentin ou sulpicien est là. Est-ce que depuis le Concile Vatican II, on s'en est affranchi, Alain Bretagnol? Est-ce qu'au contraire, il y a des caractéristiques que le grand public ignorerait, des caractéristiques liturgiques, par exemple, particulières à honorer? Alors, encore une fois, tout dépend de l'évêque ou du curé. On a eu la chance de travailler avec le cardinal Lustiger pour Notre-Dame de l'Arche d'Alliance dans le 15e arrondissement de Paris, pour une église qui était créée dans une paroisse aussi toute nouvelle. Donc, je dirais qu'on fait aussi avec la culture du commanditaire. C'est peut-être pas un hasard si Notre-Dame de l'Arche d'Alliance renvoie aussi bien l'Ancien qu'au Nouveau Testament, vu le parcours du cardinal. Et
Donc très clairement, il n'y a pas d'autre contrainte que celle de la liturgie. Ensuite, à Créteil, pour être clair, on est après Vatican II. C'est un édifice qui d'ailleurs dès l'origine a fait la couverture des manuels de catéchèse parce qu'il a incarné justement ce renouveau liturgique. Et l'idée du déploiement n'était pas de remettre en cause cette liturgie, ce rapport principalement des prêtres à l'Assemblée, mais de conserver le cœur et la disposition liturgique pour lui donner un petit peu plus d'emphase et de volume, on va dire, peut-être de monumentalité. Mais en tout cas, il n'y a pas réellement de contraintes spécifiques dans le domaine liturgique, au sens où, encore une fois, elles sont définies par le diocèse et par l'évêque. À savoir peut-être que la participation de l'Assemblée, dans le cas de Notre-Dame de Créteil, est importante. La visibilité, la présence de l'Assemblée au plus près de l'espace liturgique, du cœur liturgique. Donc à Créteil, effectivement, entre ces deux mains jointes qu'on a déployées, on a effectivement un mur d'autel sur lequel est adossé le chœur. L'autel est face au peuple. Et effectivement, on a développer aussi cette géométrie circulaire autour de l'autel en la déployant dans l'espace, puisqu'on a créé une tribune pour créer dans un espace qui était confiné, on ne pouvait pas avoir d'extension horizontale, et il était de toute façon, pour des questions de visibilité, plus intéressant de monter à la verticale. Donc ce déploiement vertical du volume nous a permis de réinscrire une tribune courbe, et donc d'augmenter aussi le nombre des fidèles, et de trouver aussi la place pour un orgue qui est situé dans l'axe aussi liturgique. Jean Boccabey, je ne sais pas si je peux vous poser la même question s'agissant d'une maison d'église. Non, je peux juste vous parler de la chapelle, qui est donc oui, le cœur du projet. Mais par rapport à cette question-là, moi j'avais imaginé faire une chapelle ouverte. C'est-à-dire, la chapelle, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un espace qui se déploie dans l'intérieur de l'îlot, dont nous avions imaginé avec les architectes de l'opération qui étaient en face qu'elle serait ouverte sur un espèce de jardin commun. Et donc dans mon projet initial, le projet s'ouvrait comme ça, très, très vitré sur le jardin. Alors il se trouve que pour des raisons de fonctionnement, ce jardin s'est peu à peu transformé en passage, donc était un petit peu moins valorisant que ce qu'on imaginait au départ. Mais c'est surtout que le père Olivier Teilhard de Chardin, qui est donc le curé qui s'occupe de cette chapelle, oui, de Sainte-Marie des Batignolles, très surpris quand le projet a été réalisé, de voir que d'un seul coup cette chapelle ouverte, elle l'était un petit peu trop. Et là j'ai réalisé mon erreur, mais enfin c'était pas une erreur, c'était que ce que j'avais comme vision et lui sa sensation dans l'espace, ça marchait pas, quoi. Donc finalement on a tendu des toiles devant ces vitrages, et donc d'un seul coup cette chapelle n'est plus ouverte sur l'extérieur, mais elle bénéficie d'une très belle lumière qui est filtrée par ces toiles, donc on n'a plus d'accès direct, enfin on n'a plus de visibilité de l'extérieur, mais en même temps on sent qu'on est dans un espace qui se prête mieux certainement aujourd'hui à cet espace de communion, mais voilà, donc sur la base de... Moi j'avais fait un peu une erreur, je dirais, enfin en tout cas une erreur d'interprétation de ce qui était attendu. Bon, finalement on a trouvé la solution et j'en suis ravi, et donc voilà, donc c'est pas si facile que ça. Voilà. Mais si, comme Alain Bretagnol nous le disait, c'est fonction aussi du commanditaire, on peut dans un dialogue constructif arriver à accomplir quelque chose en grand à deux. Oui, oui. Et puis quelque part, voilà, moi, ma vision de la chapelle ouverte, encore fallait-il qu'elle puisse s'ouvrir sur quelque chose de magnifique. On se serait ouvert sur le massif des Vosges, bon, c'est plus beau, c'est sûr, voilà. Mais bon, à partir du moment où on n'avait pas tout à fait ça, c'est vrai que quelque part, il valait mieux trouver une lumière plutôt qu'une vue. Voilà, donc c'était une... Voilà. Mais ça s'est fait justement dans le dialogue, et puis finalement, à l'expérience. Oui. Et vous, Jean-Pierre Lévesque ? Alors nous, on était très demandeurs, très friands. On aurait bien aimé pouvoir effectivement s'appuyer sur ces contraintes-là, sauf qu'en définitive, le programme nous l'interdisait. C'est un lieu de culte à géométrie variable qui passe donc de 50 mètres carrés en temps ordinaire à 450 mètres carrés, et ces 400 mètres carrés restants sont utilisables en salle de concert, en salle de conférence, enfin bref, c'est vraiment un lieu très polyvalent.
Et donc dans ce cadre-là, en définitive, non, il n'y avait pas de règle. Mais ça, c'est une contrainte en soi, c'est-à-dire que tout est sur roulette, tout est sur rail. Comment ça fonctionne? Alors, tout est sur rail. Donc, on a 2 murs amovibles qui permettent justement de partitionner la totalité de l'espace en 3 sous-espaces. Et en définitive, la contrainte liturgique, elle s'est principalement positionnée au niveau du mobilier. Et sa localisation dans l'espace, de manière à ce que, sans avoir à bouger le mobilier, l'hôtel soit toujours dans la bonne position, quelle que soit cette ouverture. Jean Bocabeille, vous nous avez donné un petit indice tout à l'heure en disant que les églises demeuraient où que l'on soit ce lieu de paix, de ressourcement, même dans une ville étrangère, même dans une autre patrie. Est-ce que vous avez, les uns et les autres, eu recours à cette évasion, je ne sais pas si on peut dire mystique, mais lorsque l'on sait que les comédiens du film Des Hommes et des Dieux se sont retirés à la Grande Trappe pour s'inspirer de leur rôle, est-ce que ça a été votre cas aussi? Est-ce que vous en avez visité des églises? Alors, moi, je visite des églises depuis toujours, mais pas que des églises. Je suis architecte et je demeure, et j'ai toujours été un passionné d'architecture. Donc, où que j'aille, et je pars assez souvent, et je vais un peu partout dans le monde. D'ailleurs, je traîne mes enfants et ils sont ravis, mais pas toujours. Mais je les emmène voir des bâtiments. Donc, la ville, les constructions, les bâtiments, l'architecture, enfin voilà, moi c'est ma passion. Donc, je regarde depuis toujours. Voilà, donc je le fais tous les jours, au quotidien. Jean-Pierre Lévesque. Oui, un petit peu la même chose. Je crois qu'on a la chance d'exercer un métier dans lequel il y a bien évidemment tout à la fois l'apprentissage d'un langage, et ce langage passe par le visuel, donc par le visuel et pas seulement le visuel, c'est tous les sens qui sont en œuvre dans l'architecture. Donc cette méditation dont vous parlez, je dirais qu'elle est au cœur même du regard que l'on peut poser sur les choses, dans l'analyse que l'on en fait, et puis dans la manière dont on le retranscrit au niveau des projets, bien sûr. Alain Bretagnol. Alors l'ambition d'Architecture Studio, c'est de faire des bâtiments qui soient toujours uniques. Donc on a évidemment toutes les références de la culture architecturale et de la culture au sens large. On peut être influencé aussi, comme le rappelaient mes confrères, par des émotions, par des lieux. L'idée, c'est que tout ça forme un imaginaire, mais ne donne pas de solution dans un contexte donné pour répondre à une question donnée. Donc tout ça est en jeu, mais il n'y a pas de modèle qui serait appliqué à une situation, on va dire, par avance. Donc l'idée, c'est effectivement de se laisser surprendre d'une certaine manière et de créer quelque chose qui soit tout à fait spécifique d'une rencontre et d'un lieu. Vous l'avez dit, il s'agissait pour votre studio de construire un édifice unique en son genre. Alors si l'aspect même d'une cathédrale nous est familier en France par sa pierre, la couleur de sa pierre, le vitrail, le décor gothique, flamboyant ou non, qui les caractérise, nos grandes cathédrales médiévales françaises. Qu'est-ce que seront les cathédrales du XXIe siècle? Forcément toutes différentes selon vous? Oui, je pense, et j'espère réalisé par des architectes talentueux. C'est tout ce que je peux souhaiter à l'Église, parce qu'effectivement aujourd'hui, on en revient encore à nos grands anciens. Le Corbusier, par exemple, a fait des choses tout à fait inconnues à son époque et qui, entre guillemets, qui marchent, hein, du point de vue spirituel, du point de vue de l'expérience émotionnelle qu'on a rentré dans ces espaces. Et là, on est dans un sentiment qui mêle le mystère, l'élévation. Effectivement, on s'est pas mal posé la question de savoir qu'est-ce qui pouvait qualifier une cathédrale. Le risque principal de Créteil, c'était de faire une église paroissiale et pas une cathédrale. Maintenant, je n'ai pas connaissance qu'il y ait un manuel de la cathédrale, comment faire une cathédrale, en particulier au XXIe siècle. Donc bon, disons qu'on est revenu effectivement à ces fondamentaux, c'est-à-dire une unicité de matériaux, et surtout, au-delà je dirais, d'une forme, c'est donner du sens, introduire une forme symbolique, c'est-à-dire vraiment au sens de donner du sens à une architecture. C'est la raison pour laquelle
On a une réponse structurelle qui n'est absolument pas d'ordre technique, c'est-à-dire que ce n'est pas une réponse d'ingénieur. On a choisi par exemple que tous les arcs bois qui soutiennent les deux coques sphériques soient tous parallèles à l'axe liturgique. C'est ce qui qualifie l'espace, c'est ce qui fait l'émotion de l'espace, un système d'accélération quelque part dans les perspectives, un système cinétique et aussi une fragmentation de la lumière qui rentre dans la cathédrale. Donc au-delà de l'unicité du matériau, de la modénature, il y a le rapport à la lumière et aussi l'acoustique, puisque effectivement on est aussi dans des ambiances assez réverbérantes. Claudette disait c'est plus facile de se convertir derrière un pilier. On va décevoir probablement à Créteil puisqu'il n'y a pas de pilier avec des arcs, mais voilà, chacun sa manière d'interpréter la tradition et de lui donner une lecture particulière. C'est intéressant ce que vous dites de cette expérience émotionnelle. Est-ce qu'il faut se laisser guider? Est-ce que ça rentre dans un cahier des charges, cette idée d'expérience émotionnelle, de mystère, d'élévation? Ça ne doit pas être facile de composer avec ça quand on est architecte et qu'on travaille sur des portances, des masses, je ne sais pas. Jean-Baptiste Cabaye. En fait, je repense à votre question d'avant, mais ça rejoindra cette question-là. C'est certain que les bâtiments, la religion, les bâtiments religieux sont formidables vecteurs d'architecture. Donc d'immenses progrès architecturaux se sont faits au fil des siècles sur des bâtiments qui permettaient l'expression d'une croyance. Donc si on devait imaginer, ou en tout cas je ne cherche pas à imaginer, parce que moi j'imagine le présent, donc j'ai un peu de mal à imaginer le futur, mais en tout cas, il me semble que justement, en tout cas, un des grands progrès que fera l'architecture, et qu'il a toujours fait finalement, c'est l'idée de la dématérialisation. Donc je pense qu'on va aller de plus en plus vers des bâtiments justement qui perdent leur matérialité au sens où le matériau devient de plus en plus fin, de plus en plus résistant. Donc on pourrait imaginer qu'on arrive à contenir des espaces avec un minimum de matière. Voilà. Donc l'idée d'une évolution architecture, c'est de s'affranchir de la pesanteur finalement, de s'affranchir du poids. On fait des pyramides, vous voyez bien qu'on a fait un petit progrès en quelques siècles, donc pour imaginer qu'on va de plus en plus vers des espaces dématérialisés et des espaces qui sont de moins en moins caractérisés par une contingence de matériaux. Et voilà. Moi, c'est comme ça que j'imagine les choses plus tard, mais enfin, je ne serai pas là pour le faire. C'était le parti pris du gothique, s'affranchir de la matière pour laisser passer la lumière? Oui, du gothique, mais pas que. Je veux dire, si vous voyez le dôme de Brunelleschi à Florence, c'est un immense exploit architectural à son époque. Donc, et après, les églises de Nervi, l'architecte italien qui faisait des prouesses aussi architecturales incroyables. Donc, voilà. Et bon, les derniers, le projet d'Architecture Studio en est un témoignage également. Donc voilà, on a cette dimension de prouesse technologique qui est évident, voilà, mais voilà. Jean-Pierre Lévesque. Je crois que ce qui caractérise un lieu de culte, c'est par rapport à notre production habituelle, parce que, comme je vous disais, ce type de programme est souvent, en tous les cas pour ce qui est de l'agence, assez exceptionnel. On avait eu l'occasion de participer au concours de l'église qu'a gagné Pierre Falocci sur la date de la CEMAPA. Mais ce qui caractérise donc ce type de programme, c'est que en définitive l'envie d'architecture est un préalable. Alors qu'en bureau, en logement, on est dans une architecture du quotidien dans laquelle les contraintes sont fortes, économiques, fonctionnelles. Et en définitive, tout notre travail consiste à sublimer ces contraintes pour non seulement y répondre et y répondre parfaitement, mais au-delà de ça, apporter du magnifique dans le quotidien. Et là, confronté à ce type de programme, c'est exactement l'inverse. Le magnifique, c'est la donnée d'entrée. Et puis, accessoirement, oui, bien évidemment, il faut que ce soit chauffé, il faut que ça tienne, il faut que ça accueille les programmes que cela doit accueillir. Donc, voilà, je pense que c'est ce qui est la caractéristique de ce type d'approche. Jean-Pierre Lévesque, je vous laisse la parole. Comment ou pourquoi est-ce que vous avez accepté de participer à cet appel d'offres? Pourquoi avoir tenté votre chance? Alors, c'est
c'est un peu particulier. Le contexte est un petit peu différent de ce qu'ont pu vivre mes confrères, puisque nous, en l'occurrence, nous avons gagné un concours relatif à l'organisation d'un macro-lot dans la grande ZAC du Trapèze. C'est-à-dire que la ZAC du Trapèze, très rapidement, est organisée en îlots très importants en termes de superficie. Et donc le principe, c'est que les architectes, l'aménageur, lancent un concours pour chacun de ces macro-lots. Macro-lots, donc c'est micro-urbanisme, macro-architecture, en quelque sorte. Et l'idée, c'est qu'un architecte est en charge de la cohérence à l'échelle de ce macro-lot. Donc nous avons été lauréats sur le macro-lot B4, et qui comprenait donc une quantité importante de constructibilité, c'était 33 000 m². Au sein de cette surface constructible importante, la maison Saint-François de Sales, c'est 1000 m². Et nous avions fait une proposition pour l'ensemble des programmes en jeu sur ce territoire, dont la maison Saint-François de Sales. Donc avec des intentions, mais des intentions qui ont été totalement bouleversées dans la mise au point du projet avec les utilisateurs. Donc en définitive, après avoir été lauréat de ce macro-lot, il y a eu une répartition des différents projets de façon opérationnelle entre les architectes qui avaient participé à la consultation, pour certains. D'autres sont venus nous rejoindre. Et puis, je pense que, il faut le dire, hein, d'un point de vue un peu stratégique, l'évêché de Nanterre s'est dit, si on choisit le coordonnateur d'îlot comme architecte pour notre bâtiment, dans cet ensemble, on va plus peser. Et donc, voilà, c'était pas une relation qui était donnée a priori, il a fallu la tisser. Mais ouais, ça a été très agréable et ça s'est bien passé. Et vous, Jean Bocabeille? C'est-à-dire que vous posez la question, en posant la question, on pourrait croire que j'ai choisi de réaliser cette maison aux Anam. En fait, c'est moi qui me suis présenté. Je me suis présenté comme candidat. Il se trouve que l'accès à la commande n'est pas si aisé et que, en fait, moi j'ai gagné un concours organisé par l'aménageur qui représente la ville de Paris. Vous avez donc, là en l'occurrence c'est une opération avec des promoteurs immobiliers. Le diocèse de Paris était également dans le jury. Il y avait 5 concurrents et 5 concurrents qui avaient été choisis. Donc chaque fois des couples, des binômes d'architectes, parce qu'il y avait une opération complexe. Que moi j'ai fait maison aux Anam, mais des logements, il y avait la maison de retraite. Donc c'était un peu dans cette idée du macro-lot. On était plusieurs architectes, si vous voulez. Et sur, j'imagine, 300 dossiers au départ. Donc si vous voulez, moi je prétends tous les jours à des projets, je suis choisi de temps en temps, et quand je suis choisi de temps en temps, je gagne quelques fois. C'est long quand même. Mais voilà, après, en revanche, une fois qu'on a gagné, on est ravis évidemment de pouvoir participer à ça. Donc moi, j'ai pas été vraiment choisi pour moi, si vous voulez. C'est pas moi qui ai choisi. Si je pouvais avoir le loisir de choisir les projets que j'allais faire, je serais ravi. Hein, mais malheureusement, ça se passe pas tout à fait comme ça. Ce sera ma dernière question tout à l'heure, vous allez voir. Alain Bretagnol. Nous, c'était assez simple. Je ne sais pas si c'est Bruno Keller qui est présent dans la salle, mais en tout cas, les chantiers avec l'association diocésaine nous ont appelés. On avait à notre actif non seulement Notre-Dame de l'Arche d'Alliance avec le cardinal Lustiger, mais aussi un petit rez-de-chaussée d'immeuble, comme Jean, mais celui-là, il existait, il fallait le transformer. C'était Saint-Martin de Porres, typique, encore une fois, des bâtiments des années 70. Qu'on est complètement tapissé d'albâtre, en essayant justement de donner une lumière et une profondeur à ce local qui était finalement un local commun presque à la base. Donc le contrat était assez simple, on proposait une esquisse. Soit l'esquisse était acceptée, on continuait, soit elle n'était pas acceptée, on se quittait bons amis, c'était aussi simple que ça. Et l'esquisse a été acceptée? Je crois même qu'elle a fait l'unanimité. Ensuite, juste pour la petite histoire, on a passé des soirées entières avec Victor Korkmaz, qui était le chef de projet, sur son scooter, aller visiter l'ensemble des congrégations religieuses du diocèse pour présenter le projet, puisque l'Église est un système extrêmement démocratique, et l'évêque ne voulait pas imposer un projet qui n'ait pas reçu préalablement l'assentiment de la communauté dans son ensemble. Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps. On a fait des rencontres assez extraordinaire et voilà, et le projet a suscité cette adhésion.
qui était attendu. Porté par Monseigneur Michel Sentier, hein, c'est ça. Et les obstacles, un tout petit mot peut-être des obstacles, des principales difficultés que vous avez dû rencontrer. Alors si j'entends bien, les communautés religieuses, paroissiales n'ont pas été un obstacle. Bon, alors l'inverse nous aurait étonné. Non, y en a-t-il un qui s'est levé d'obstacle? Non, pas vraiment. Ce qu'on a pu observer dans ces 3 projets, je ne dis pas qu'ils sont représentatifs, mais il y a quand même, c'est ce qu'évoquait aussi Jean tout à l'heure, il y a autour de ces projets quelque part un consensus qui est d'autant plus fort à Créteil que les 3 communautés du livre, les 3 religions du livre vivent en harmonie. Monseigneur Sentier a eu d'ailleurs des responsabilités au sein de la conférence des évêques de France dans le sens du dialogue interreligieux. Et par exemple, l'imam a donné son écho pour la construction de la cathédrale comme Monseigneur Sentier l'avait fait pour la mosquée. Donc des obstacles en tout cas passent sur le principe même. Ensuite des obstacles qui sont liés à la technique, au respect du budget, à des contraintes de chantier, à la découverte d'amiante, enfin tous ces menus détails qu'on rencontre tous les jours dans notre vie professionnelle. Jean Bocabeille, à votre tour. Des obstacles, des difficultés. Y en a-t-il eu? Très nombreuses. Très nombreuses, comme toujours quand on construit. Parce que finalement, la construction, c'est quelque chose de très périlleux. J'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure à propos de votre capacité, et je vous salue pour ça d'ailleurs, à imaginer chaque fois un projet nouveau. C'est aussi ce que j'essaye de faire assez modestement. Ça veut dire que tous les projets sont des prototypes. Alors on ne devrait pas dire ça parce que c'est pas très rassurant pour les clients, mais quelque part, c'est quand même une ambition qui nous anime, et donc les projets sont toujours des champs d'expérimentation, et en cela ont leur lot de complexité et leur lot de difficultés. Voilà. Donc en même temps, je ne veux pas dire que c'est un chemin de croix, mais presque, c'est comme ça qu'on arrive aussi à réaliser des bâtiments qui sortent de l'ordinaire et qui vont produire des émotions un peu singulières, ce qu'on cherche à faire. Voilà. Jean-Pierre Lévesque. Alors des obstacles, non, je n'en ai pas souvenir, mais peut-être simplement ce que j'expliquais tout à l'heure dans la manière dont la relation s'est tissée. C'est vrai qu'il a fallu apprendre à se connaître, et le point particulier, c'est que justement, on avait parfois l'impression de travailler véritablement avec des particuliers, et il ne s'agissait pas de construire un édifice public, mais de véritablement construire leur maison. Et donc effectivement, dans cette relation pris dans le quotidien, encore une fois, de nos opérations, il a fallu que l'on adapte notre manière de travailler, notre manière d'écouter, parce que voilà, on avait affaire à quelque chose de très très différent. Donc il a fallu faire ce petit travail sur nous-mêmes, peut-être. Pour terminer cette conférence, cette table ronde, et avant de laisser la parole à Bruno Keller, le directeur général des chantiers du Cardinal, et puis justement parce que je sais qu'il a l'oreille tendue et que les chantiers du Cardinal accompagnent la mise aux normes, on le disait, l'aménagement, vous l'avez vu sur la petite vidéo, le petit spot. Si l'on devait vous laisser carte blanche pour construire une église ou une cathédrale, pourquoi pas, à quoi ressemblerait-elle, Jean-Pierre Lévesque? Vous le premier. Bon, alors, je suis obligé de répondre la même chose que ce qu'on a répondu sur Radio Notre-Dame hier matin. Non, c'est une question. La question est facile et la réponse est difficile. Non, ce que je disais, c'est qu'on est aujourd'hui dans ce début du XXIe siècle, malheureusement, confronté à de grandes dissensions entre les différentes religions. Et l'idée, pour peut-être faire hurler quelques personnes dans la salle, mais l'idée d'avoir un lieu de culte indifférencié qui puisse justement revenir à l'origine du terme relié, regaré, me semblait un challenge intéressant. Une église à plusieurs chapelles. Exactement. À vous, Jean Bocabeille. Moi, je vais faire une réponse différente par rapport à ce que je dis. J'ai réfléchi depuis. En fait, moi, je ferai une mosquée. Je pense qu'il faut faire une mosquée aujourd'hui
contemporaine. Il faut faire, pour un islam moderne, ouvert, pacifié, enfin contemporain, il faut faire, aujourd'hui c'est ce qui manque énormément à mon sens à l'islam. Je suis, moi, un peu estomaqué quand je vois les productions qui se font sur des mosquées autour de Paris, et en particulier la mosquée qui a été réalisée à Strasbourg par Portoghesi, qui est une espèce de projet très pastiche, d'une espèce de vieille image. Enfin, moi je trouve ça absolument terrible, et il me semble que c'est un vrai sujet sociétal, et que autant la religion catholique a su faire et démontrer à travers le temps une capacité de progrès à travers la réalisation de ces bâtiments-là, autant aujourd'hui il nous manque des symboles forts pour l'islam. À vous enfin, Alain Bretagnol. Moi, c'est simple, je ne sais pas répondre à cette question sans contexte. C'est-à-dire, il n'y a pas pour moi d'église ou de cathédrale ou de mosquée idéale. Il y a tel ou tel lieu qui appelle telle ou telle réponse. Parfait, merci beaucoup. Merci, messieurs, merci à tous. Bruno Keller, si vous voulez bien dire un petit mot avant de vous applaudir tous très fort. Bruno Keller, directeur général du Chantier du Cardinal. Merci Alexandre. Merci à nos 3 intervenants. Je crois que cet échange a été passionnant. Je crois que vous avez pu voir l'importance que revêtaient pour eux ces constructions, le fait de participer, d'apporter une pierre au lien entre ces édifices et notre société d'aujourd'hui qui cherche beaucoup de repères, au lien, au caractère sociétal de l'ensemble de ces projets et à la beauté de ces projets. Je crois que sans beauté, il ne se passe rien, et surtout, on ne risque pas d'attirer beaucoup de monde. Et je voudrais juste, pour conclure, revenir sur le début du film et prendre 2 exemples. Malheureusement, on ne construit pas tous les jours des nouvelles églises, ni tous les jours des nouvelles cathédrales, parce que ça coûte un petit peu cher. Et donc, il faut également rénover les édifices existants. Et c'est ce que nous faisons. Et si vous avez regardé au début de ce film, il y avait 2 exemples. La chapelle du Saint-Esprit du Londeau à Noisy-le-Sec. On est en plein milieu des bars HLM. Je voudrais bien savoir si quelqu'un d'entre vous est allé une fois à Noisy-le-Sec, dans cette zone du Londeau, au milieu des bars des HLM. Je vous assure que j'y suis allé, c'est pas absolument évident. Eh bien, vous vous apercevez d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, cette église, qui n'a aucun intérêt particulier architectural, mais que nous avons complètement rénovée, elle est totalement respectée. Il n'y a pas un tag sur cette église depuis qu'elle a été rénovée, et il y a beaucoup plus de monde dedans, et pourtant la population autour est difficile. 2e exemple, Saint-Bernard de Montparnasse. Je pourrais presque faire le même sondage dans la salle. Je ne sais pas combien d'entre vous savent qu'à la gare Montparnasse, il y a une chapelle. 50 millions de personnes passent gare Montparnasse. Cette chapelle était totalement ignorée. Qu'est-ce que l'on a fait? On a rénové le vitrail, ce qui fait que maintenant, quand vous passez devant, vous ne pouvez pas ne pas vous arrêter 30 secondes. Je ne dis pas rentrer, je dis au moins vous arrêter, et ça vous interpelle. Il se passe quelque chose, il doit y avoir quelque chose derrière, puis on aperçoit une croix, on se dit il y a peut-être une église, puis si on veut, on rentre dans une première partie qui est un lieu d'accueil, et puis on peut aller un petit peu plus loin si on a envie après. Eh bien voilà aujourd'hui quelle est notre mission au chantier du Cardinal, et quel est notre souhait, c'est bien évidemment de construire le plus possible de nouvelles églises, le plus possible de cathédrales, pourquoi pas, mais aussi de rénover le plus possible d'églises existantes. Merci.